Le 17 novembre 2024, à l'aéroport international de Vancouver, Canada, 23 lycéens embarquaient pour un vol à destination de la France. Ce programme d'échange culturel, parrainé par le ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique, était conçu à l'origine comme une opération de propagande gouvernementale visant à vanter la supériorité du système éducatif public canadien. Cependant, 2 semaines plus tard, aucun des 23 étudiants ne revint comme prévu. Plus précisément, ils refusèrent de revenir. Rassemblés dans le hall des arrivées de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, les étudiants rejetèrent collectivement l'ordre de retour et annoncèrent leur intention de rester en France. L'événement fut diffusé en direct dans le monde entier sur CNN et la BBC. Quelle fut la raison de cette rébellion sans précédent menée par la propre fille de la ministre canadienne de l'Éducation? Voici le récit choc d'une confrontation qui a ébranlé la vision du monde de ces 23 jeunes en moins de 48 heures. Un like et un abonnement sont d'énormes motivations pour la création de cette vidéo. Si vous regardez jusqu'à la fin, vous comprendrez, vous aussi, pourquoi ils ont refusé de rentrer chez eux. Bonjour à tous, je suis Olivia Jones. J'ai 16 ans et je fréquente l'Académie West Point en Colombie-Britannique, au Canada. Je dois d'abord vous présenter ma mère, Carol Jones, la ministre de l'Éducation de la province. Début novembre 2024, notre école a reçu un document concernant un programme d'échange culturel français. Il s'agissait de visiter Paris pendant 2 semaines, d'interagir avec des étudiants français et de comparer les systèmes éducatifs des 2 pays. Je n'ai pas hésité à soumettre ma candidature. Après tout, cela signifiait 2 semaines sans école. Mais ma mère m'a convoqué dans son bureau, le 8 novembre, à 18 h, au 7e étage du bâtiment gouvernemental provincial. La ministre, ma mère, tenait ma demande à la main. « Olivia, tu as été sélectionnée », dit-elle. « Mais ce n'est pas un simple échange. C'est un projet que j'ai conçu pour démontrer l'excellence de l'éducation canadienne. C'est un exercice de relations publiques. » Je me sentis indigné. « Suis-je un outil de propagande ?» Ma mère hocha la tête. « Tu dois trouver les failles du système français et montrer à quel point le Canada est en avance. Les médias locaux t'accompagneront. » J'ai protesté. Je voulais juste voyager, pas être entraîné dans une mascarade politique. Mais ma mère fut catégorique. « Ce n'est pas un choix, c'est ton devoir. En tant que fille de la ministre, tu as des responsabilités. » C'est ainsi que je suis devenue l'une des 23 élèves sélectionnés. En fait, j'ai été choisie en premier. Les 22 autres l'ont été après. Un budget de 150 000 $ a été alloué, soit plus de 6 000 $ par étudiant. La veille du départ, le 6 novembre, ma mère m'a donné un document de mission, 3 pages A4, détaillant l'observation de l'inconfort des transports publics français, le retard des infrastructures publiques, les problèmes d'hygiène, etc., avec collecte de preuves photographiques. J'ai mis le document dans mon sac. Pour être honnête, je pensais que ma mère avait raison. Je croyais que malgré le développement économique de la France, les infrastructures de la vie quotidienne n'étaient pas à la hauteur du Canada. Après tout, Vancouver est classée comme l'une des villes les plus agréables à vivre au monde. Le 17 novembre, à 9 h du matin, à l'aéroport international de Vancouver, les 23 étudiants, 3 accompagnateurs et 5 journalistes de la Société de radiodiffusion publique de la CB se sont rassemblés. Ma mère est venue prononcer un discours. « Vous représentez le Canada. Représentez-nous avec fierté et démontrez la supériorité de notre système. » À ce moment-là, je n'imaginais pas à quel point j'allais décevoir ma mère. Plus exactement, je n'aurais jamais rêvé que 48 heures plus tard, j'exigerais des excuses de sa part. Le vol Air France décolla. Pendant les 10 h 30 de vol, je regardais par la fenêtre, me demandant comment je reviendrais dans 2 semaines. J'ignorais alors que je ne reviendrais pas comme prévu. Le 18 novembre 2024, à 14 h 30, dans le hall des arrivées de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Après avoir passé l'immigration, nous sommes montés dans un bus réservé. Le trajet vers Paris durait environ 1 heure. Le chauffeur dit « Chers étudiants, nous ferons une pause de 10 minutes à l'aire de service à mi-chemin. » À ce moment-là, j'étais sceptique. Une aire de service, n'est-ce pas juste un endroit avec des toilettes? La plupart des aires de repos sur les autoroutes canadiennes ne sont que de petites stations-service annexes avec des dépanneurs. À 15 h 15, le bus est entré dans l'aire de service de l'Oise, sur l'autoroute An. Ce qui s'est déroulé sous mes yeux m'a laissé bouche bée. « C'est une aire de repos ?» s'exclama mon amie Émilie, assise à côté de moi. « C'est un centre commercial. » Les 23 d'entre nous sont descendus, la bouche ouverte. Un bâtiment géant de 3 étages, un parking immaculé et organisé, une variété d'enseignes, et même un immense jardin intérieur. Est-ce vraiment une aire de service d'autoroute? Je me suis souvenu du document de mission de ma mère. «
observer le retard des infrastructures publiques, mais ce que je voyais là, loin d'être en retard, semblait plus propre que la plupart des restaurants de Vancouver. En entrant au rez-de-chaussée, un choc encore plus grand m'attendait. Des chaînes de café, des restaurants gastronomiques, des boutiques de souvenirs à perte de vue. J'ai jeté un coup d'œil au prix. Un plat du jour de haute qualité pour 12 €. Un sandwich baguette pour 5 €. Converti en dollars canadiens, c'est environ 10 à 8 $ et 7 $. À Vancouver, des repas similaires coûteraient au moins 25 $. Mais le véritable choc fut les toilettes. Devant l'entrée des toilettes du premier étage, j'ai douté de mes yeux. Un écran électronique au-dessus de l'entrée affichait « Actuellement utilisé, 3 personnes, place disponible, 8. Temps d'attente estimé, nul. » Un affichage intelligent en temps réel de la disponibilité des toilettes. J'ai sorti mon téléphone intelligent en panique pour prendre une photo. Mais ce n'était pas la preuve que ma mère voulait. Ce n'était pas un problème. C'était de l'innovation. En entrant dans les toilettes, un spectacle encore plus étonnant se déploya. Des toilettes auto-nettoyantes étaient installées dans chaque cabine. Les lavabos étaient à détection automatique. Il n'y avait pas une seule goutte d'eau sur le sol. C'était immaculé. Le papier toilette et le savon étaient abondants. Il y avait même une salle dédiée aux nourrissons avec table à langer et une zone d'allaitement. Je me suis lavé les mains au lavabo et je me suis regardé dans le miroir. J'étais confuse. Est-ce vrai? L'Europe que je connaissais n'était pas comme ça. Les médias et les manuels ne parlèrent pas de tout ça. En sortant, mes amis prenaient tous des photos avec leur téléphone. Madame Jeanne Duval, l'accompagnatrice, s'est approchée de moi. « Olivia, c'est un peu étrange, n'est-ce pas? Cela ressemble plus à un complexe culturel qu'à une aire de repos. » J'ai hoché la tête. À ce moment-là, j'ai réalisé que la mission de ma mère était erronée depuis le début. Elle m'avait dit de chercher les problèmes, mais je n'en voyais aucun. La pause de 10 minutes s'est terminée, et nous sommes remontés dans le bus. L'ambiance à l'intérieur avait complètement changé. Les étudiants discutaient avec enthousiasme. Waouh, si seulement on avait ça sur nos autoroutes au Canada. Nos aires de repos ne sont que des stations-service. Le moniteur de disponibilité des toilettes, c'était vraiment fou. Pourquoi Vancouver n'a pas ça? J'ai regardé par la fenêtre et j'ai réfléchi. Ce n'était que le début. Qu'allions-nous voir en arrivant à Paris? Comment allais-je le rapporter à ma mère? J'ignorais alors que 48 heures plus tard, je refuserais son ordre de rentrée. Le 18 novembre 2024, à 16h30, nous sommes arrivés à notre résidence dans le 15e arrondissement de Paris. Bien que l'accompagnatrice nous ait dit de nous reposer après avoir déposé nos bagages, les 23 étudiants se sont tous rassemblés dans le hall, jouant avec leur téléphone. Mon amie Émilie a dit « Olivia, je peux poster la photo de l'aire de service sur Instagram ?» J'ai haussé les épaules. « Quel est le problème? C'est juste une photo de voyage. » J'ignorais alors l'onde de choc que cette photo allait provoquer. Émilie a légendé la photo de l'écran électronique des toilettes de l'aire de l'Oise. Une aire de service d'autoroute a un système de guidage de toilettes intelligent. Pourquoi pas le Canada? 10 minutes après la publication, le téléphone d'Émilie a commencé à vibrer frénétiquement. Les likes ont explosé. 2000 en 30 minutes, 5000 en 1 heure. Les commentaires ont afflué. Mon Dieu, c'est vrai? Le Canada devrait faire ça aussi. C'est honteux pour nous. Les autres amis se sont empressés de publier leurs photos, l'intérieur de l'aire de service, le restaurant, le dépanneur, le parking. Tout était sujet à certification. Le hashtag « aire de service française ». Pourquoi le Canada ne peut pas se faire ça? À 18 heures, j'ai aussi posté une photo. Bien que je sache que ma mère suivait mon compte Instagram sur Facebook, je n'avais aucune raison de me cacher, car je ne faisais que montrer la réalité. Mon message disait « Premier jour en France ». Toutes mes idées reçues sur les infrastructures publiques sont ébranlées. 30 minutes plus tard, ma mère m'a appelé. Il était 1h30 du matin à Vancouver, mais ma mère était clairement éveillée. « Olivia, j'ai vu ta photo. » La voix de ma mère s'était refroidie. « C'est un reportage sélectif. Tu ne montres que le bon côté. Je t'ai dit de trouver des problèmes. » J'ai rétorqué. « Je ne veux pas mentir. Ce que j'ai vu est une aire de service vraiment propre et bien gérée. Je ne vois pas le problème. » Ma mère soupira. « Olivia, tu es jeune. Tu ne comprends pas la politique. Ce n'est pas un simple voyage. C'est la réputation de notre gouvernement qui est en jeu. » Après avoir raccroché, j'étais perplexe. Pourquoi la réputation du gouvernement était-elle plus importante que mon honnêteté? N'étais-je pas autorisé à dire la vérité? À 20h, l'équipe de reportage de la BC Public Broadcasting Company a demandé une interview. 5 des 23 étudiants ont été choisis, dont moi. Après tout, j'étais la fille de la ministre. Le journaliste a demandé « Olivia, quelles sont vos impressions après votre première journée en France ?»
J'ai répondu honnêtement. C'est différent de ce à quoi je m'attendais. Je suis très surprise, surtout par le niveau de l'air de service d'autoroute. Il semble bien supérieur à celui du Canada. L'expression du journaliste se figea. Cette déclaration est difficile à diffuser, Olivia. Pouvez-vous être plus neutre? Quelque chose comme « Les deux pays ont des avantages et des inconvénients ». J'ai secoué la tête. J'ai dit ce que j'ai vu. N'est-ce pas ça, être neutre? L'interview s'est terminée dans l'embarras. Ce soir-là, j'étais allongé sur mon lit, fixant le plafond. Qu'en serait-il du métro de Paris, prévu pour le lendemain, comparé au SkyTrain de Vancouver? Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des notifications. Mon message Instagram avait dépassé les 1000 commentaires, la plupart de Canadiens. La fille de la ministre dit la vérité. Enfin, quelqu'un d'honnête. Continue à poster, Olivia. J'ai réalisé que mes messages n'étaient plus de simples photos de voyage. Ils étaient devenus une déclaration politique, et j'avais déjà emprunté une voie que ma mère ne voulait pas que je prenne. Le 19 novembre 2024, à 10h du matin, nous étions à l'entrée de la station Maillerie de Clichy du métro de Paris. L'accompagnatrice a dit « Aujourd'hui, nous allons prendre la ligne 14 jusqu'à Châtelet pour faire l'expérience des transports publics français. » Pour être honnête, je n'avais pas beaucoup d'attentes. Quelle est la différence entre le métro et le SkyTrain de Vancouver? N'est-ce pas juste un train électrique sur des rails? Mais dès le moment où nous sommes descendus, quelque chose a semblé différent. Tout d'abord, la station était incroyablement spacieuse et lumineuse. La plupart des stations de SkyTrain à Vancouver sont étroites et spartiates, mais la station Maillerie de Clichy ressemblait à un immense centre commercial souterrain. En passant les portiques, mon ami Marc s'est écrié « Hé, il y a même des ascenseurs ici !» La plupart des stations de Vancouver n'ont que des escaliers. L'accompagnatrice expliqua que la plupart des stations du métro parisien étaient équipées d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, tandis qu'à Toronto, au Canada, seulement 26% l'étaient. En arrivant sur le quai, j'ai douté de mes yeux. Des murs transparents étaient installés entre le quai et les rails. Des portes palières. Je n'avais vu cela que dans des livres. C'est un système que Vancouver n'a pas. L'accompagnatrice expliqua que les portes palières étaient une mesure de sécurité pour les passagers, empêchant les gens de tomber sur les voies, et qu'elles étaient largement répandues en France depuis longtemps. Le plus surprenant fut l'affichage électronique. Prochain passage, 2 minutes 30 secondes. Le temps d'attente était affiché à la seconde près. À Vancouver, on affiche juste 2 minutes, ou 5 minutes. On nous a dit que l'intervalle entre les trains était de 3 minutes. À Vancouver, même aux heures de pointe, le SkyTrain circule toutes les 6 à 7 minutes. Je suis monté dans le train et j'ai regardé autour de moi. La voiture était impeccable, le sol brillait même. En plein mois de novembre, la climatisation dans la voiture était très confortable et puissante. Le SkyTrain de Vancouver est souvent étouffant et sans mauvais, mais l'air ici était très frais. Les sièges, bien que en plastique, étaient très propres, et les sièges bleus foncés pour les personnes prioritaires étaient clairement visibles. Mon amie Émilie a crié en tenant son téléphone. « Hé, il y a du Wi-Fi ici, gratuit. » J'ai vérifié. C'était vrai. Le Wi-Fi de la RATP était rapide. Pendant les 20 minutes de trajet jusqu'à Châtelet, j'ai observé mon environnement. Les écrans d'affichage dans la voiture indiquaient les stations en français, anglais, espagnol et allemand. Les annonces vocales incluaient également les informations de correspondance mises à jour en temps réel. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'ordre. Bien qu'il y ait beaucoup de monde, tout le monde était en ligne. Des lignes d'attente étaient tracées au sol. Les gens qui sortaient descendaient en premier. Ceux qui montaient attendaient. Le plus choquant, c'est que personne ne mangeait ni ne buvait dans le wagon. Le professeur a dit que la consommation de nourriture et de boissons dans le métro ici était sévèrement punie, d'où cette propreté extrême. Franchement, à Vancouver, c'est un peu chaotique et sale. En sortant à Châtelet, des œuvres d'art étaient exposées sur les murs du passage. La station de métro ressemblait à une galerie d'art. On nous a dit que cela s'appelait l'art public. En sortant de la station, mes amis se sont rassemblés. Tous avaient l'air excités. « Olivia, c'est vraiment dingue. Vancouver ne peut pas suivre. » J'ai sorti mon smartphone et lancé un live sur TikTok. Les téléspectateurs sont immédiatement montés à plus de 3000, la plupart des Canadiens. J'ai dit à la caméra « Salut tout le monde, j'ai pris le métro de Paris. » Honnêtement, le SkyTrain de Vancouver n'est pas comparable. La fréquence de 3 minutes, les portes palières, le Wi-Fi gratuit, la propreté extrême due à l'interdiction de manger et de boire, le compte à rebours précis à la seconde près. Tout cela est basique ici. La section des commentaires a explosé. Incroyable. Vancouver doit se rattraper. C'est vraiment une honte. À ce moment-là, un commentaire attira mon regard. Ta mère va détester ça. C'est vrai. Ma mère regardait sûrement ce live maintenant,
car il était 19 heures à Vancouver, et elle devait être furieuse. Mais je n'ai pas coupé le live. Au lieu de cela, j'ai dit « Les amis, je dis juste ce que je vois. C'est la vérité, et c'est ce que nous devrions savoir. » Les spectateurs ont dépassé les 5000. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'avais commencé à dire la vérité que ma mère ne voulait pas voir. Le 19 novembre 2024, à 21h. Nous sommes arrivés au centre de loisirs ouvert 24 heures sur 24, les bains modernes de Puteaux, près de Paris. L'accompagnatrice a dit « Aujourd'hui, nous allons faire l'expérience unique de la culture française des bains publics. Cet endroit a une grande piscine, des spas et une zone de repos, ouverte 24 heures sur 24. C'est un espace très singulier. Honnêtement, je n'avais pas d'attente. Des bains publics, n'est-ce pas juste un endroit pour se doucher ? Quelle est la différence avec les vestiaires des piscines publiques de Vancouver ? À l'entrée, nous avons payé les frais d'admission, 20 € par personne. C'est environ 30 $ canadiens. Étant donné que l'entrée unique à la piscine publique de Vancouver est de 7 $, cela semblait un peu cher. Mais l'employé a dit que nous pouvions utiliser la piscine intérieure, extérieure, les saunas, le hammam, les salles de repos avec fauteuils électriques et toutes les installations pendant 24 heures. Attendez, 24 heures, 20 €, et nous pouvions y passer la nuit ? J'ai commencé à faire le calcul. Un logement à Vancouver coûte au moins 50 $ la nuit. Ici, 20 € suffisaient pour 24 heures. Nous sommes d'abord allés au bain public séparé par sexe. En entrant dans le vestiaire, je n'arrivais pas à fermer la bouche. C'était comme le spa d'un hôtel de luxe. Des casiers propres, des produits de toilette gratuits, des sèche-cheveux, et même des produits de soins pour la peau. En entrant dans la salle de bain, la scène était encore plus étonnante. Bain chaud, bain froid, piscine d'hydrothérapie. Il y avait plus de 10 types différents. L'environnement était paysagé comme un jardin zen. Les piscines publiques de Vancouver n'ont que des douches. Le plus surprenant, c'est qu'il y avait un sauna et un hammam. Après 1 heure de baignade, nous nous sommes changés en vêtements de loisirs pour aller à la salle à manger commune. Étant un espace commun, j'ai revu mes amis. Tout le monde avait l'air détendu. À 23 heures, nous nous sommes réunis au restaurant du centre. J'ai regardé le menu. Soupes, salades, plats régionaux, sandwichs. Les prix variaient de 5 à 15 €. C'était le tiers du prix des restaurants à Vancouver. J'ai commandé une soupe et un jus de fruits frais. Les fruits étaient délicieux. Nous avons mangé avec appétit. Après minuit, mes amis se sont dirigés vers la zone de repos. Ici, on ne dormait pas par terre, mais il y avait toute une rangée de fauteuils électriques individuels et confortables. Chaque fauteuil avait même sa propre petite télévision, et on nous fournissait des couvertures. Je me suis allongé sur le fauteuil, regardant la vue nocturne par la fenêtre. 20 € pour profiter de tout cela. À Vancouver, il faudrait payer au moins 50 $ pour une nuit d'hôtel, sans petit déjeuner. Un spa ou un sauna était impensable. À 2 heures du matin, je n'arrivais pas à dormir, alors je suis allé à la salle de conversation. J'y ai rencontré quelques amis. Ils discutaient tous, l'air excités. Marc a dit « Olivia, c'est vraiment dingue. Les personnes à faible revenu peuvent utiliser cela pour seulement 20 €. Les sans-abri de Vancouver n'ont nulle part où aller pendant l'hiver froid. Mais ici, avec 20 €, on peut passer 24 heures au chaud, avec de l'eau chaude et des douches. » Émilie a ajouté « C'est ça la vraie politique sociale, non? Pas un hôtel cher, mais un espace accessible à tous. Tout est cher à Vancouver. Les pauvres ne peuvent même pas en profiter. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai posté une story sur Instagram. J'ai joint une photo de la zone de repos du centre de loisirs et j'ai écrit 20 €, 24 heures, piscine, sauna, repos luxueux en fauteuil électrique, tout inclus. Pourquoi Vancouver n'a-t-il pas ce genre de service public ? 3 heures plus tard, ma mère a appelé d'urgence. Il était 10 heures du matin à Vancouver. La voix de ma mère tremblait. « Olivia, retire immédiatement ce message. Sais-tu ce que tu fais ? Tu attaques le gouvernement. Tes réseaux sociaux font le tour de la Colombie-Britannique. L'opposition s'en sert pour m'attaquer. » J'ai répondu calmement. « Maman, je dis la vérité. Ce centre de loisirs ne coûte que 20 € et est ouvert 24 heures sur 24. Y a-t-il un mensonge dans ce que j'ai dit ? » Ma mère a crié « Rentrez immédiatement, le programme est annulé. » Le 20 novembre 2024, à 7 heures du matin, nous étions en train de manger des petits pains et des confitures pour le petit déjeuner dans un café, lorsque Madame Jeanne Duval, l'accompagnatrice, est entrée en urgence, l'air très grave. « Chers étudiants, annonce urgente. Le ministère de l'Éducation de la C, B,
a ordonné l'annulation immédiate du programme. Tout le monde doit prendre l'avion pour Vancouver à 18h cet après-midi, depuis Paris CDG. Le café s'est instantanément agité. Quoi? Pourquoi si soudainement? Il nous reste encore une semaine. Madame. Duval m'a regardé. Olivia, c'est ta mère qui a donné l'ordre direct. Tes publications sur les réseaux sociaux sont devenues un problème politique. On dit que l'opposition s'en sert pour attaquer le gouvernement. Je me suis levé. Madame, je ne rentre pas. Quoi, madame? Duval afficha un air de choc. Je ne rentre pas. Je n'ai pas menti. J'ai juste dit la vérité. Pourquoi est-ce un problème? Olivia, vous êtes mineure. Vous devez obéir aux instructions de vos parents. A tenté de me convaincre. Madame, Duval. Mais j'ai secoué la tête. À ce moment, mon amie Émilie s'est levée. Je ne pars pas non plus. Olivia a raison. Nous avons vu la vérité. Pourquoi devrions-nous la cacher? Marc s'est levé aussi. Moi aussi. C'est un programme éducatif. Nous sommes en train d'apprendre. Pourquoi l'arrêter? 1, 2, 3. Finalement, les 23 étudiants se sont tous levés. Nous refusons de rentrer au Canada. Madame. Duval a paniqué. Étudiants, c'est de l'insubordination collective. Cela va devenir un problème majeur. Pensez à vos parents. J'ai répondu. Madame, nos parents devraient aussi connaître la vérité. Si le Canada est vraiment un pays développé, qu'y a-t-il de mal à apprendre des forces des autres pays? À 10h du matin, le bureau de la ministre de l'Éducation de la C.B. a appelé en visioconférence. Les 23 d'entre nous étaient rassemblés pour la conversation. Olivia, chers étudiants. Le visage de ma mère avait l'air épuisé. Vos publications ont provoqué une énorme vague. L'opposition attaque le gouvernement pour avoir menti à la nation. Les médias parlent du retard des infrastructures canadiennes. J'ai demandé, « Maman, est-ce notre faute? Avons-nous menti ?» Ma mère est restée silencieuse, puis a dit à voix basse, « Non, ce n'est pas un mensonge, mais c'est devenu une question politique sensible. Le fait que je sois la fille de la ministre est un problème. Alors, maman, tu voulais que je mente, que je dise que le bon est mauvais, que le propre est sale, que l'avancée est en retard. » Ma mère a fermé les yeux. Après un long moment, elle a dit, « Olivia, s'il te plaît, reviens. Ce n'est pas un problème que je puisse gérer seule. » J'ai secoué la tête. « Maman, je ne rentrerai pas. Nous sommes 23 à penser la même chose. Nous voulons rester une semaine de plus pour apprendre. » La visioconférence a été coupée. 30 minutes plus tard, la nouvelle choquante a éclaté. CNN, Flash Info. 23 étudiants canadiens refusent de rentrer chez eux, citant la supériorité des infrastructures françaises. La BBC a également rapporté « Crise politique en Colombie-Britannique. Des étudiants bravent l'ordre d'une ministre. » J'ai regardé mon téléphone et j'ai lancé un live TikTok d'une main tremblante. Les téléspectateurs ont dépassé les 20 000 en un instant. J'ai dit à la caméra « Les amis, nous, les 23, avons décidé de ne pas rentrer au Canada. Nous voulons en apprendre davantage ici. Nous voulons connaître la vérité. Et nous pensons que les Canadiens devraient également connaître cette vérité. » La section des commentaires a explosé. « Si courageux. Se battre pour la vérité. Ta mère sera fière de toi. » Mais ce dernier commentaire était faux. Ma mère ne serait pas fière, car elle était maintenant confrontée à une crise politique. Le 20 novembre 2020, à 15h, nous étions rassemblés dans un café du 1er arrondissement de Paris, cherchant les nouvelles du monde sur nos ordinateurs portables. Sur la page d'accueil de CNN, notre histoire était en tête. Les étudiants canadiens rebelles révèlent l'écart d'infrastructures. La BBC a publié un reportage d'analyse plus détaillé. Ce que 23 adolescents ont trouvé pour plonger leur pays dans le choc. Le New York Times a même publié un éditorial. Quand les étudiants voient ce que les politiciens ne veulent pas montrer. Mon amie Émilie a crié « Regardez, nous sommes dans le Time Magazine ». Sur la page d'accueil, le Time Magazine avait agrandi ma photo. Le titre « Olivia, 6 ans, qui a défié sa mère pour dire la vérité ». J'ai relu cet article. Mon cœur battait la chamade. Est-ce vraiment mon histoire ? Je n'ai fait que rapporter la réalité. À 17h, Madame Duval est entrée précipitamment. Étudiants, quelque chose de grave s'est produit. Le Premier ministre du Canada a fait une déclaration. Nous avons regardé l'écran de l'ordinateur portable. Le Premier ministre canadien tenait une conférence de presse. Je salue le courage dont ont fait preuve Olivia Jones et les 23 étudiants. Le Premier ministre a déclaré « Ils ont honnêtement dit ce qu'ils ont vu. Cela nous a transmis un message important. Nous devons apprendre. » Le Premier ministre a poursuivi. J'ai ordonné à la ministre de l'Éducation de la C.B. de respecter le droit à l'éducation de ses étudiants. Le gouvernement les soutiendra pour qu'ils terminent le programme de 2 semaines comme prévu.
Le café a éclaté en acclamations. Nous avions gagné. Nous avions vraiment gagné. Mais mes sentiments étaient mitigés. Ce n'était pas une victoire, car ma mère subissait désormais une pression énorme. À 19 heures, ma mère a rappelé. Cette fois, c'était un appel privé. Olivia. La voix de ma mère était épuisée. Tu as gagné. Le Premier ministre est intervenu. Vous pouvez rester les 2 semaines comme prévu. J'ai demandé avec prudence. Est-ce que tu vas bien? Ma mère a souri amèrement. Comment pourrais-je aller bien? L'opposition demande ma démission. Les médias m'accusent d'avoir utilisé ma fille comme un outil politique. Ma cote de popularité s'est effondrée. Je suis désolé. C'était sincère. Ma mère soupira. Ne t'excuse pas. Tu as fait la bonne chose. C'est moi. J'avais tort. Je le reconnais. Cette phrase m'a fait pleurer. Olivia, dit ma mère, vois tout ce que tu as à voir, puis reviens, et dis la vérité aux Canadiens. À quel point nous sommes en retard, à quel point nous devons apprendre. Après avoir raccroché, j'ai pleuré pendant longtemps. Bien que ma mère ait subi un revers politique majeur, elle s'était rangée de mon côté. À 21 heures, nous avons repris la route. Cette fois, de Paris à une autre région de la France, en passant par d'autres aires de service. Mes amis étaient à nouveau émerveillés et prenaient des photos, mais j'ai marché tranquillement dans l'aire de service, absorbé par mes pensées. Est-ce que tout cela s'était vraiment passé? Notre voyage à 23 était devenu une nouvelle internationale. Le Premier ministre canadien était intervenu. Ma mère faisait face à une crise politique. Sur la passerelle de l'aire de service, regardant le ciel nocturne, j'ai réalisé que ce n'était pas un simple voyage. C'était une question posée au monde par 23 adolescents. Ce que nous apprenons, est-il vraiment juste? Les manuels scolaires contiennent-ils toute la vérité? Quelle est la norme pour un pays développé? Et la question la plus importante, avons-nous le courage de dire la vérité? Le 25 novembre 2024, une semaine après notre arrivée en France. Pendant cette période, nous avons expérimenté le métro, les bus, les autoroutes, les centres de loisirs, les marchés, les parcs, et chaque soir, nous avons publié ce que nous avions vu sur les réseaux sociaux. Pourquoi les toilettes publiques françaises sont-elles si propres? Pourquoi y a-t-il tant de boulangeries ouvertes 24 heures sur 24? Pourquoi le prix du Thalasospa est-il si abordable? Chacune était une question, et un message pour le Canada. Cet après-midi-là, à 15 heures, l'Assemblée législative de la CB a tenu une audition d'urgence sur les infrastructures publiques et le système éducatif. Ma mère y a assisté en tant que témoin. Nous étions rassemblés dans le hall de notre résidence à Paris, regardant le direct. Le député de l'opposition attaquait ma mère avec virulence. « Madame la ministre, vous avez envoyé des étudiants pour chercher des problèmes en France, mais les étudiants ont trouvé les problèmes du Canada à la place. Qu'en pensez-vous » Ma mère s'est lentement levée. Elle se tenait devant le microphone. « Tout d'abord, je dois m'excuser. » Sa voix tremblait. J'ai donné à ma fille et aux 23 étudiants une mission biaisée. Je leur ai demandé de trouver des problèmes en France. Ce n'était pas de l'éducation, c'était de la propagande politique. L'Assemblée retint son souffle. Ma mère continua. Et je dois aussi m'excuser auprès de la nation canadienne. J'ai toujours cru que nous étions un pays développé, que notre système était le meilleur. Mais c'était de l'arrogance. Nous devons apprendre. Le député de l'opposition demanda. Concrètement, qu'allons-nous apprendre? Ma mère ouvrit l'écran de son ordinateur portable. Une photo de mon Instagram y fut projetée. Regardez ceci. Le système de guidage de toilettes intelligent des aires de service d'autoroute. L'avons-nous au Canada? Non. La plupart des stations de métro sont équipées d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques. Nous n'en avons que 26%. La fréquence de 3 minutes, le Wi-Fi gratuit, l'extrême propreté due à l'interdiction de manger et de boire. L'avons-nous? La voix de ma mère s'éleva. Et le centre de loisirs ouvert 24 heures sur 24, un service public accessible pour 20 €, baignade, sauna, repos en fauteuil électrique, repas, tout inclus. Combien de sans-abri à Vancouver n'ont nulle part où aller pendant l'hiver froid? L'Assemblée était en émoi. Ma mère conclut. J'ai été ministre de l'Éducation pendant 15 ans, mais j'étais un poisson dans un bocal. Ma fille et les 23 étudiants sont allés dans un monde plus grand que moi. Je dois apprendre d'eux. Puis ma mère inclina la tête. Citoyen, je suis désolé, je vais démissionner. Le hall devint instantanément silencieux. Mes amis regardaient l'écran, sous le choc. J'ai sorti mon téléphone en pleurant et j'ai envoyé un SMS à ma mère. Maman, ne démissionne pas. Maman, tu as montré le courage d'admettre tes erreurs. C'est à toi de changer le Canada maintenant. S'il te plaît. 5 minutes plus tard, ma mère a répondu. Olivia, merci, je suis fier de toi, de vous, les 23. Je ne démissionnerai pas. Au lieu de cela,
Je passerai le reste de ma vie à faire en sorte que le Canada ressemble à la France. Ce soir-là, l'Assemblée législative de la C.B. a adopté une résolution d'urgence. Elle a créé un comité spécial sur le référentiel des infrastructures publiques françaises, allouant un budget de 5 millions de dollars pour lancer le projet de modernisation du métro de Vancouver à partir de 2025. CNN a rapporté « Les 23 adolescents qui ont changé un pays en une semaine ». La BBC a titré « Le pouvoir de la vérité. Comment l'honnêteté des étudiants a déclenché une réforme politique ». Le Time Magazine m'a nommé candidate pour la personne de l'année des adolescents. Mais j'étais plus heureuse que tout cela. Ma mère s'était excusée. Ma mère avait dit qu'elle allait apprendre. C'était la plus grande victoire. Le 1er décembre 2024, nous avons terminé le programme de 2 semaines comme prévu. Nous sommes arrivés à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Cette fois, personne n'a refusé de rentrer. Dans le hall des départs, j'ai jeté un dernier regard sur la France. En 2 semaines, ce pays avait complètement changé ma vision du monde. Et il avait changé la vie de nous, les 23. L'avion a décollé. Émilie, assise à côté de moi, a dit « Olivia, nous avons vraiment marqué l'histoire, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. « Oui, nous l'avons fait, nous 23, ensemble. » En mars 2025, Netflix a diffusé un documentaire intitulé « Les 23 » qui ont tout changé. 3 mois de production, un budget de 2 millions de dollars. Le documentaire a été diffusé dans 127 pays, atteignant 8 millions d'heures de visionnage cumulées. Olivia Jones et ses 22 amis sont devenus des personnalités mondiales du jour au lendemain. À Vancouver, Canada, le projet de modernisation du métro a été lancé en 2025. L'installation de portes palières, la réduction des intervalles de train, le Wi-Fi gratuit, tout est basé sur le système français. Et en juin 2025, le premier centre de loisirs public de Vancouver a ouvert ses portes. Son nom, le Centre de Bien, Être Olivia, ouvert 24 heures sur 24, frais d'admission de 20 $. La réaction des citoyens fut explosive. Carol Jones, la ministre de l'Éducation de la C.B., n'a pas démissionné. Au lieu de cela, elle a dirigé le projet de rénovation des infrastructures publiques, prenant les devants pour changer le Canada. En octobre 2025, elle a reçu un prix du gouvernement français pour l'innovation en administration publique. Olivia Jones a été sélectionnée parmi les 10 finalistes pour la personne de l'année 2025 du Time Magazine et a reçu simultanément des invitations d'admission à l'université Harvard, à l'université Stanford et au Massachusetts Institute of Technology, MIT. La petite rébellion qui a commencé en 48 heures a changé le monde. 23 adolescents ont prouvé que le courage de dire la vérité pouvait changer le système.